Bonjour à toutes et à tous. Pour continuer de brosser à grands traits le rôle des maîtres écrivains durant l'Ancien Régime, je vous propose de nous pencher maintenant sur les conflits dans lesquels ils sont acteurs. Être un professionnel de l'écrit à l'époque, ce n'est pas seulement intervenir en justice et réaliser de beaux alphabets avec de belles lettres bien tracées. C'est aussi lutter pour protéger ce qu'on considère être ses prérogatives. Allez, générique. On l'a dit, être maître écrivain juré, c'est avant tout intervenir dans les procès. Mais c'est loin d'être la seule activité. Le maître écrivain dispose d'un savoir distinctif sur une certaine forme d'écriture, avant tout artistique, tracée en respectant les règles sophistiquées de l'art calligraphique. Donc, ce sont des professionnels de l'art de l'écriture. De ce point de vue, les premiers recueils d'exemples d'écriture manuscrite conservés datent du XVe siècle. Ils se présentent quelquefois comme des cahiers dont seule la partie supérieure est occupée par de petits textes. Et le reste de la page servirait plutôt pour s'entraîner, comme les cahiers de vacances. Et oui, il s'agit probablement pour l'essentiel de la production de maîtres d'écriture plus ou moins itinérants et qui tiennent école là où ils sont appelés, ceux qui se rencontrent depuis le XIIIe siècle. Du coup, ils enseignent aussi ces maîtres écrivains. Effectivement. Initialement, ils avaient même l'exclusivité de tenir des écoles publiques d'écriture. Ce dernier point a été la source d'innombrables conflits avec les maîtres de petites écoles et des écoles de charité. Pourquoi est-ce qu'il y aurait conflit? C'est assez complémentaire. Et pourtant, au XVIe siècle, lors de la création de la première communauté, l'écriture était considérée comme un art. Théoriquement, elle n'a donc pas sa place dans le cursus classique, collège ou université ou dans les premières instructions. Je vois, les maîtres écrivains considèrent donc que c'est seulement à eux d'apprendre à écrire et que cela ne doit pas être appris dans les écoles. Et oui, le rapport à l'écrit à cette époque n'est pas le même que de nos jours. L'écrit est avant tout l'expression des élites. Écrit et lecture sont alors dissociés. Attends, ça veut dire que, potentiellement, on peut apprendre à lire sans apprendre à écrire? Et c'est l'idée. L'écrit est rapproché du calcul, et on n'y accède qu'après une parfaite maîtrise de la lecture sur les imprimés. Même pour ceux qui bénéficient d'une éducation solide, l'écrit ne touche qu'une minorité croissante, et ce jusqu'au XIXe siècle. C'est quand même curieux de rapprocher l'écrit des mathématiques de manière si nette, non? En fait, sur le plan strictement matériel, l'écriture est dessin et calcul. C'est l'art de bien former et de bien peindre les caractères d'écriture à partir de constructions géométriques. Le tout dans le cadre de l'héritage des ateliers de copistes médiévaux. Mais avec une dimension artistique en plus. Les maîtres d'écriture diffusent l'art de bien écrire grâce à de nombreux manuels et traités sur la question. En Italie, les premiers recueils de maîtres d'écriture apparaissent dans les années 1520. En France, l'usage de la gravure comme expression du talent des maîtres d'écriture est plus tardive, et il faut attendre la fin du XVIe siècle avec le développement de la gravure sur cuivre. Quel est le lien entre la gravure et la calligraphie? C'est simplement que cette évolution technique permet un meilleur rendu. La gravure est donc privilégiée par ces professionnels pour la diffusion de leur savoir. Ces documents ont pour objectif de souligner qu'il s'agit d'une discipline savante, ce qui exige un bon rendu visuel. D'accord, mais quel lien entre le développement des gravures et l'usage de ces traités de calligraphie? Pour être diffusés largement, les traités ont besoin de s'appuyer sur le savoir-faire de ces graveurs. Et il faut que les maîtres écrivains s'adaptent à ces techniques nouvelles. De fait, les connaissances de ces professionnels de l'écrit évoluent nécessairement, mais cela demande du temps. Il faut véritablement attendre 1647 et Barbe d'Or pour voir un maître écrivain parisien à la conception d'un traité de l'art d'écriture. Jugeant que tout un chacun se targue de donner des conseils en écriture, Y compris les maîtres d'école, il lui apparaît important d'en donner de bons conseils. De fait, à la suite de Barbe d'Or, les maîtres écrivains du règne de Louis XIV ne se reconnaissent plus dans les alphabets ou les exemples sur quelques lignes. vous vous souvenez de la vidéo sur le curé Landry? On avait évoqué ces fameux alphabets. Pour exprimer leur talent, ces professionnels multiplient les arabesques ou les représentations figurées que la main habile trace en un seul geste, sans quitter le contact de la page. Le nom d'arabesque a un lien avec le monde arabe? En tout cas, on en attribue alors l'invention aux Arabes,
Et il s'agit d'entrelacements, de feuillages, de fruits, de fleurs qui sont agencés de manière à plaire à l'œil. Cette pratique se rencontre naturellement également dans les manuscrits communs, comme c'est le cas ici. C'est juste incroyable de pouvoir trouver ça dans un simple acte notarié. Par ailleurs, au XVIIIe siècle, les maîtres écrivains se reconnaissent surtout dans le travail proposé 30 ans après celui de Barbe d'Or par Jean-Baptiste Allais de Beaulieu. Le genre qu'il invente alors est considéré comme un passage obligé de tous les maîtres d'écriture. D'accord, mais du coup, c'est qui Jean-Baptiste Allais? Fils d'un maître rennais, il fait des études de droit et devient avocat. Passé de Rennes à Paris, son père a vu ses affaires décliner et vers 1648, Jean-Baptiste est orphelin. Il abandonne alors le palais pour tenir boutique. Ce qui ne constitue pas franchement une promotion sociale. Il passe d'avocat à maître écrivain. Certes non, mais en 1661, il obtient la maîtrise et sa classe d'écriture est très fréquentée. Pour celui-ci, les planches d'écriture ne sont plus seulement des morceaux de bravoure, mais elles doivent s'articuler avec un texte qui l'explique. Ces professionnels de l'écrit ont donc des activités très diverses, de l'expertise en justice à l'apprentissage, en passant par la pratique artistique. Mais on ne doit pas en rencontrer partout à cette époque. En fait, ces professionnels sont aussi diversifiés qu'ils ont d'activités différentes. Leurs occupations de l'espace sont donc variables. Dans tous les cas, on rencontre ces professionnels de l'écrit essentiellement en milieu urbain. Dans toutes les villes, même petites, à l'image de Jacques Harel, maître écrivain juré à Meaux. Et c'est pas une grande ville à l'époque, Meaux, c'est 7500 habitants en 1599. Il est décédé en 1646 et voici sa signature. Pourquoi les trouve-t-on surtout en ville? Durant l'Ancien Régime, les villes forment un univers culturel original, un refuge de l'écrit. Gagnant la ville avant la campagne et Paris avant les provinces, on observe une véritable invasion de l'écrit dans laquelle les maîtres écrivains trouvent une place singulière. En résumé, si je cherche un écrivain, je vais en ville. C'est plutôt attendu finalement. Et oui, la fonction spécifique du maître écrivain intervient dans un contexte particulier qui trouve une place importante en milieu urbain. Durant l'époque moderne, la pression administrative transforme le recours à l'écrit en nécessité de l'existence. Toutefois, une grande partie de la population ne maîtrise pas l'outil et a de plus en plus besoin de ces professionnels. Et si je veux trouver un écrivain à cette époque, comment je procède? Ça dépend de ce que tu cherches comme professionnel. Très très loin du maître écrivain, on rencontre l'écrivain public qui tient commerce également. Mais de tous les praticiens de l'écrit, il est certainement le moins connu à ce jour. Alors qu'on a des études assez solides sur les maîtres écrivains. Paradoxalement, en ville, l'écrivain public se rencontre souvent à proximité des cimetières. Des cimetières? Mais pourquoi? Et ce sont des lieux de vie à l'époque, bien plus qu'à l'heure actuelle. Les cimetières de l'Ancien Régime sont des espaces de vie où se nouent des relations de toutes sortes, commerciales, privées, familiales, professionnelles et criminelles. D'ailleurs, c'est souvent le terrain de chasse des prostituées de l'époque. On y rencontre donc des écrivains publics qui exercent librement auprès des vendeurs de chapeaux ou des revendresses de vieilles hardes. Et cela ne dépend pas de la corporation dont on a parlé tout à l'heure. Il existe donc plusieurs types d'écrivains qui se différencient par leur clientèle à travers l'ensemble de la ville. En fonction du client que vous êtes, vous n'irez pas voir les mêmes professionnels. C'est logique. Ah oui, il y a une géographie urbaine des maîtres écrivains qui se lit dans l'espace. Suivant ce que tu cherches et tes moyens, forcément, tu n'iras pas au même endroit. Voilà, tu trouveras bien quelques professionnels qui tiennent boutique de ci, de là. Mais si tu cherches les meilleurs professionnels, les maîtres écrivains de renom, ceux qui s'adressent à l'élite, il te faudra te rendre au palais ou près de l'hôtel de ville à Rouen par exemple. En bref, on sait déjà qu'ils sont experts en justice, et pour les particuliers, ils enseignent. Ça fait déjà pas mal d'activités. Mais ils ne font pas que ça. En dehors de ces aspects, les maîtres écrivains ont également un rôle normatif, puisqu'ils établissent des règles. C'est d'autant plus important à la fin du XVIe siècle, alors que l'écrit se démocratise peu à peu et que l'écriture gothique cursive, poussée à l'extrême, devient de plus en plus difficile à lire. Vous savez, c'est le genre de texte qui provoque une crispation à chaque fois que vous vous dites qu'il va falloir réaliser la transcription du fameux plat de spaghettis. Et pour cause. Dès les premiers statuts de la communauté parisienne, ils sont désignés pour assurer la police en matière d'écriture cursive. Ils sont donc chargés d'éviter aux abus qui se commettent ordinairement en l'art d'écriture. À partir de 1632, les membres de la communauté jouent un rôle fondamental dans la réforme de l'écriture qui visait à donner un remède aux vices qui se trouvent en l'écriture, selon les termes du Parlement. On reproche alors une très difficile lecture à cause de plusieurs lettres que l'on rend semblables.
encore qu'elles soient différentes. Un autre arrêt ajoute aussi que l'objectif est de supprimer toutes les abréviations multipliées. On cherche donc à lutter contre les écritures jugées illisibles, notamment en justice, mais pas seulement. Tout à fait. Et ce genre de plainte se retrouve partout et de tout temps. En juillet 1648, le chapitre cathédral de Rouen se plaint qu'un livre de l'Église est, je cite, « en mauvais ordre pour l'égard de l'écriture qui était très difficile pour être effacée et mal formée. » Et on exige qu'il soit recopié. En 1655, le nouveau trésorier de la fabrique de Saint-Maclou se plaint que les écritures du dit trésor étaient en grande confusion, y en ayant beaucoup est main du sieur Bellard, dernier trésorier. Il faut bien reconnaître qu'une fois entré en charge, ce nouveau trésorier mène une petite guérilla judiciaire contre son prédécesseur. Et la critique de son écriture n'est qu'un élément à charge parmi d'autres. Donc, comme souvent en justice, on n'est pas obligé de croire une partie plus que l'autre. De fait, les évolutions en matière d'écriture sont lentes. Toutefois, on observe une mutation concrète dans les faits du XVIIe au XVIIIe siècle et encore davantage au XIXe siècle. Tant et si bien que, progressivement, les écritures semblent plus faciles à lire, même pour ceux qui n'ont pas suivi d'enseignement, comme moi. Lorsqu'on cherche à réformer l'écriture et à proposer une norme, on retient l'exemplaire établi par Louis Barbedor, syndic de la corporation. C'est son travail qui est préféré pour la lettre française, dite aussi ronde, alors que celui de Lebet, qui deviendra quelques années plus tard le maître d'écriture de Louis XIV, est choisi comme le modèle de l'écriture italienne, aussi appelée bâtarde. On en a déjà parlé de Barbedor, mais tu ne nous as pas dit de qui il s'agit, pas plus que Lebet d'ailleurs. Et tu as raison. Prenons un petit peu le temps de le présenter. Étienne Lebet est né vers 1585 et est reçu maître en 1604. Expert de talent, il est désigné en 1632 par la corporation pour proposer un exemplaire de lettres. Et celui-ci va servir de modèle à travers l'ensemble du royaume. Louis Barbedor est à peu près de la même génération. Né à Paris en 1589, il décède en 1670. Fils d'un maître écrivain, il est reçu maître lui-même en 1609. Habile professionnel, installé au bout du pont Saint-Michel, il est chargé par la corporation de mettre au point une écriture de son côté. Celle-ci est ronde et dite financière. Mais du coup, elle a quoi de spécial cette écriture ? L'écriture développée par Barbedor représente des formes plus arrondies et un style plus souple. On relève toutefois que la distinction entre M et N est peu claire. Certains grammairiens tiennent les écrivains comme Barbedor pour responsables de la lenteur de la diffusion de la distinction entre le I et le J et entre le U et le V. Ce qui pose tant de problèmes en paléographie. Néanmoins, je crois qu'on peut lui reconnaître d'avoir été très innovant dans son approche. Il a beaucoup simplifié les écritures et a été le premier à orner ses lettres avec des arabesques, simples et jetées avec fougue, comme le dit si bien Claude Mediavilla. Bon d'accord, mais pourquoi retenir 2 écritures ? De fait, ces 2 grandes écritures se distinguent par leurs usages. Elles sont adoptées par les scribes du temps pour différents usages. L'une sert principalement pour l'activité juridique et administrative. C'est l'écriture obligée de tous ceux qui écrivent sous la dictée. Alors que les écritures de type cursive italique, nées au XVIe siècle dans les chancelleries de la péninsule, se diffusent en dehors de la grande administration. L'écriture italienne est alors considérée comme l'écriture de cour, celle des gens de lettres. C'est l'écriture des correspondances, mais également de la banque ou du commerce. En résumé, en fonction du contexte dans lequel on a écrit et en fonction de l'éducation qu'on a reçue, on n'utilise pas forcément la même écriture. En parallèle, au XVIe et au XVIIIe siècle, l'écrit s'infiltre progressivement dans toute la société. En se démocratisant, l'écrit n'est plus ni art ni perfection. On observe une véritable disjonction entre l'esthétique pour les maîtres écrivains et l'utilitaire qui est lié à un nombre croissant d'usagers. Donc, plus on a de personnes qui apprennent à écrire, moins l'écriture se fait art, si je comprends bien. C'est un peu l'idée. Au lendemain des guerres de religion, l'école est un espace privilégié de la contre-réforme catholique. Bon, même si la notion est contestée. Il faut insuffler une morale et pour ce faire, on multiplie les petites écoles, même à destination des plus pauvres. Si l'intention est d'apporter une discipline chrétienne, on y apprend également à lire et à écrire, voire à calculer. L'apprentissage est vraiment l'objet d'enjeu à l'époque, même si pour les pauvres ça peut se discuter. En témoigne par exemple le réquisitoire de l'avocat général du Parlement de Rouen en 1644. Celui-ci s'en prend à 2 vieilles sibylles
parce qu'elles prétendent se donner autorité et créance en tenant petites écoles. Les deux accusées, comparées à des prophétesses, sont deux sœurs, Madeleine et Anne Maillet. Elles sont filles d'un maître écrivain qui avait lui-même enseigné pendant une quarantaine d'années. Protestantes et en nécessité d'obtenir des revenus, elles sont alors accusées de dogmatiser en apprenant à lire à des enfants des deux sexes de 7 à 8 ans. On leur reproche aussi d'avoir appris la dentelle à des fillettes. Les deux sœurs s'attirent les foudres du magistrat qui y voit un emploi innocent, fort éloigné de la connaissance et différent de la religion. Parce que les yeux de la loi sont humains. Ce sont les vôtres et les miens, et ce n'est qu'en voyant qu'au fond nous sommes égaux, que nous rendrons vraiment la justice, alors qu'elle n'est pour l'instant que le reflet de tous nos préjugés. Alors en attendant, nous avons le devoir divin de chercher en nous la vérité, ni par le regard, ni avec un esprit où la peur et la haine transforment la différence en préjugés, mais avec le cœur. Encore une fois, on leur reproche d'apprendre aux jeunes à la place des écoles. Et ça, c'est le fond du problème. On a donc de nombreux conflits autour de l'éducation entre des protestants, des maîtres d'école et des maîtres écrivains. C'est une sacrée foire d'empoigne. Dès 1580, à peine formés en communauté, les maîtres écrivains exigent que les maîtres d'école n'enseignent plus l'écriture. En 1595, leur privilège d'enseignement en la matière est confirmé par lettre patente du roi. En 1600, ils demandent au Parlement que les maîtres d'école ne puissent plus enseigner l'écrit que par monosyllabe. Ici, on voit un exemple d'enseignement par monosyllabe. Tu parles d'un cadeau ? À l'opposé, l'art des maîtres écrivains, ce serait donc celui de l'enchaînement et des suites de syllabes, de mots et de lignes. Mais le 22 avril, ils sont déboutés par la Cour souveraine. Les écoles gardent donc le droit d'enseigner l'écrit sur plusieurs lignes. Toutefois, cette démarche doit se confondre dans le reste de l'enseignement. En 1661, à la requête des maîtres écrivains, un nouvel arrêt du Parlement apporte quelques modifications, mais ne satisfait aucune des deux parties. Seule concession, les maîtres d'école ne peuvent plus donner d'exemple que sur 3 lignes à recopier. Tu parles d'une galère. Oui, certes, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque par cette décision, les écrivains perdent leur monopole sur l'enseignement des écritures cursives. En 1691, les écrivains se sentent largement lésés et réclament encore que l'enseignement des écoles connaisse des restrictions. Enfin, en 1719, un arrêt du Conseil d'État confirme les droits des maîtres d'école. Les écrivains ne conservent plus que l'expertise, notamment en justice, et l'approche artistique. La bataille est perdue en matière d'apprentissage. Voilà, c'est sur cet échec des maîtres écrivains que je vous propose de laisser nos professionnels de l'écrit, qui conservent alors un rôle actif dans la calligraphie et dans l'écrit du quotidien. De plus, et de manière générale, en fixant la norme, ils participent activement aux évolutions des manuscrits que nous pouvons rencontrer et qui peuvent nous poser des problèmes au quotidien. Et pour comprendre ces problèmes, il faut parfois comprendre l'histoire. En attendant votre prochaine transcription, utipeuses, utipeurs, futurs utipeuses et futurs utipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.